déjà, si vous voulez bien, commencer par remercier tous les sponsors. Il y en a 33, on a dit 34, qui ont sponsorisé l'événement, qui le rendent possible, parce que j'imagine que le Palais des Congrès ici, c'est pas donné. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à les applaudir. Comme ça, il y aura eu des applaudissements dans cette session. Voilà, ça c'est fait. Je sors juste pour appuyer sur le petit interrupteur. Allez, on est parti. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté la randonnée. Quand j'étais petit, avec mes parents, on allait tout le temps dans les Alpes, le cérémonial. Les jours pairs, on faisait de la visite gastro, on choisissait. Les jours impairs, on montait de la montagne. C'est-à-dire qu'on se levait à 4 heures du matin, voiture, il faisait froid le matin en montagne. On montait la montagne avec mes parents, c'est beau en haut. On mangeait les sandwichs qui étaient forcément bons puisqu'ils étaient faits par ma mère. On redescendait et c'était répétitif comme ça. J'ai détesté ça. À tel point que devenant ado, je me vengeais en allant très vite et en arrivant très tôt en haut, mais je perdais puisque j'attendais. Et puis ça s'est calmé, l'adolescence, l'effet de vie font que ça s'est calmé. Et puis début 2000, je suis rentré dans le monde du travail. Les routines classiques, métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de métro à Rennes, mais on remplaçait ça par la voiture. Et bizarrement, très vite, le soir, après le boulot, moi, j'habite toujours à côté d'une des plus grandes forêts de Bretagne. J'allais me balader en forêt, ou alors on a quand même la plus belle région du monde, donc c'est facile à faire. Il y a le GR34, si vous connaissez pas, très sympathique, un dénivelé de ouf. Tout le monde pense que c'est plat. Donc voilà, de quoi s'occuper. Mais par contre, ça ne me suffisait pas parce que ce genre de randonnée, là où j'aimais pas ça avant, c'est que tous les soirs, vous pouvez manger dans une crêperie et tous les soirs, vous pouvez dormir à l'hôtel. Il y a d'autres restaurants. Moi. Donc j'ai commencé à chercher sur Internet, à creuser, à me dire qu'est-ce qu'il y a de plus fou. Alors il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouvez partir du nord de l'Europe et descendre jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est pareil, vous pouvez croiser du monde tout le temps, vous confrontez pas à la nature. Puis, en grattant, j'ai regardé de l'autre côté de l'Atlantique et j'ai découvert ce qu'on appelle la triple couronne, triple crown en anglais, qui est représentée par 3 treks de très longue distance. On appelle ça des through hikes, donc des randonnées de bout en bout. Pourquoi? Parce que le premier, c'est l'Appalachian Trail. Ça fait 3500 km. C'est dans les Appalaches. Il y a des indices à chaque fois. 3500 km. Par contre, les conditions climatiques, c'est dégueulasse. C'est la Bretagne. Il pleut tout le temps. Il fait pas très beau souvent. Du vent, etc. Pas mal d'ours. J'étais pas forcément préparé à ça, pour pas trop envie. Le deuxième s'appelle le Continental Divide Trail. Donc en fait, c'est une ligne virtuelle qui modélise que quand une goutte tombe aux États-Unis, soit elle glisse doucettement vers l'Atlantique, soit vers le Pacifique. C'est modélisé, c'est super important pour les gens qui travaillent dans la gestion de l'eau. Les gens se sont dit, voilà, on a un trait tout rouge qui est tracé sur la carte, on peut le suivre. Sauf que là, du coup, il n'y a pas de chemin. C'est à vous de faire votre chemin. L'autre particularité, ça fait plus de 5000 km, donc c'est long. Et sur 75% du chemin, il y a des ours noirs, on en reparlera. Et sur les 2 tiers, il y a des grizzlies. Donc si vous voyez un ours noir, c'est un peu un chihuahua, un grizzly, c'est le Doberman à côté. C'est pour vous donner des ratios. Et voilà. Et le troisième de la triple couronne, c'est le Pacific Crest Trail. Il a été rendu célèbre dans les années 2010-2012 avec un film qui s'appelle Wild, sur l'histoire vraie d'une dame qui a combattu ses addictions en allant marcher sur ce trail. Pacific Crest Trail, ça part de la frontière mexicaine, ça monte jusqu'à la frontière canadienne, ça suit la ligne de crête des Rocheuses. On va en reparler puisque c'est celui-ci qui va nous intéresser par la suite. Mais voilà, j'adore, j'ai un sujet, je creuse. Il y a un ami qui travaille à l'IRSN, il parle de nucléaire, moi j'y vais, je creuse, j'ai besoin de tout savoir. Donc je me suis documenté, mais voilà, c'était les années 2000, après la vie a continué, j'ai différentes rencontres, j'ai finalement trouvé la femme de ma vie, on a eu un enfant, la vie, la routine, pépère, etc. Et il s'est passé un truc dans ma vie, qui a dû se passer aussi dans votre vie, 2020, on se rappelle où on était tous le 17 mars, voilà, le Covid. Et là, moi j'ai très mal vécu au départ cet enfermement, tout simplement parce que on m'enlevait tout ce que je pouvais faire, toutes les possibilités de liberté. J'adore voyager, j'adore marcher, j'adore bouger,
même si j'habite à proximité d'une forêt qui était accessible à moins d'une heure, et le rayon c'était 1 kilomètre à l'époque, bon, et quand même c'est compliqué. C'est compliqué, puis au même moment, moi j'avais j'ai ma mère qui me disait, je rêve d'aller en Islande, mais pas tout de suite, j'irai plus tard. J'ai ma belle-mère qui me disait, quand tu nous parles du Japon, ça nous met des étoiles dans les yeux, on a envie d'y aller, mais on ira à la retraite. Alors la retraite est arrivée pour elle. Elle n'est pas arrivée seule, la retraite est arrivée avec le cancer. Aïe. Le cancer n'est pas venu seul non plus, il est venu avec Alzheimer. Et Alzheimer est venu avec des AVC. Donc autant dire que le Japon, peine perdue. Ça va s'améliorer en termes d'ambiance. Mais concrètement, moi, à ce moment-là, enfermé chez moi, donc pas dans un appartement trop petit, j'avais quand même un beau terrain, etc. Mais je vis ça comme un enfermement et j'avais surtout envie de remplir ma vie de putain, je l'ai fait, plutôt que ah mince, j'aurais dû. Donc là, le projet a commencé à réapparaître. Il a fallu négocier avec ma femme et avec mon fils, parce que c'est quand même s'absenter un petit peu de temps. Pour vous donner un peu plus de data pour ceux qui sont fans de data, ce Pacific Crest Trail, c'est 4300 km. Vous visualisez 4300 km? Ouais. Pour ceux qui visualisent pas, c'est l'île Marseille, 4 fois et demi. Hop. C'est pas évident de visualiser comme ça. Donc c'est Saint-Pétersbourg-Gibraltar, à pied. Mais Saint-Pétersbourg-Gibraltar à pied, c'est plutôt plat. Il y a quelques montagnes au départ, mais après c'est quand même assez plat. Faut voir que c'est 150 000 mètres de dénivelé positif. On n'arrive pas à voir 150 000 mètres. C'est 17 fois l'Everest en partant du niveau de la mer. Je vais pas le faire 17 fois. C'est de la haute montagne sur la plus grande partie du chemin. C'est entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Donc il fait chaud, mais il fait aussi très froid la nuit. Et vous allez voir, en plus, la chance que j'ai quand je le fais en 2023, il y a ce qu'ils appellent une anomalie climatique à la météo maintenant. Il est tombé 64 pieds de neige en plus que d'habitude. 64 pieds, ça fait 20 mètres. On est au 4e étage. Je pense qu'on est encore au-dessus en termes de hauteur de neige. Les stations de ski restent ouvertes toute l'année. Bon, ben voilà. Sauf que moi, je suis européen, enfin breton avant tout. J'ai pris des billets, j'ai négocié avec mon client qui est quand même difficile et assis au premier rang pour que je puisse m'absenter quelques mois pendant la transformation à laquelle je participe. Non, après tu vas prendre cher après, t'inquiète pas. Donc j'y vais. Et puis voilà. Donc comment ça se passe, c'est que vous vous inscrivez, vous participez à une loterie pour savoir à quel moment vous pouvez choisir votre créneau. Moi, c'est tombé à 3 heures du matin pendant Agile Grenoble en 2022, en novembre 2022. Bon, ben, à 3 heures du matin, je me suis connecté. Ah, j'ai un créneau, pas trop mal, fin avril, début mai. Et voilà. Il a fallu négocier avec mon associé, notamment lui dire, bah écoute, tu vas gérer la boîte pendant 6 mois. On a des salariés, enfin mes associés, j'en avais 2 à l'époque. Tu vas gérer la boîte parce que moi je serai pas là. Puis en plus, bonne nouvelle, je te mets en contact en cas de décès. Parce que à côté de ça, moi je suis moniteur de sol élastique en plus de Cocan. Et puis je fais aussi du parachutisme. Et sur ma licence de parachutisme, pour ceux qui en font, il faut mettre le contact en cas de décès. J'avais mis ma femme naïvement, qui m'a dit première et dernière fois, je sais que tu vas mourir en faisant tes conneries. Je veux pas que ce soit un inconnu qui me l'annonce. Donc, Mathieu a été désigné d'office comme personne en termes de contact. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux, alors un réseau social en particulier qui s'appelle LinkedIn, en disant bah voilà, je pars faire ça, je fais un break dans ma vie. Donc j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement, ça c'était vraiment cool. Des messages plutôt, mais tu vas chercher quoi là-bas? Et là, la question con, qu'est-ce que je vais chercher là-bas? En fait, j'en sais rien. Je le fais parce que j'ai la possibilité de le faire. Mais je me suis pas posé cette question-là. Je suis assez pragmatique, c'est avance et tu verras ce que ça donne. J'ai aussi des messages qui m'ont troublé. Il y en a un qui m'a dit un jour, quelqu'un que j'apprécie énormément dans mon entourage, il m'a dit « T'inquiète pas Aurélien, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. » Donc là, on m'a autorisé à échouer, avant même que je sorte de mon bureau. J'étais vraiment choqué, surpris par cette phrase. Et, on dirait. Mais grosso modo, beaucoup de questions, j'avais pas de réponse à ces questions, ça m'a mis en panique. Je dis bon, tu sais quoi, il faut que tu y ailles, et puis voilà. Donc, me voilà arrivé à San Diego fin avril, et je suis dans ma chambre d'hôtel, donc je refais mon sac plusieurs fois, parce qu'il faut savoir qu'il faut trouver le bon matériel,
Faut matériel assez léger parce que sinon c'est très dur. Il y a des gens qui parcourent ce trail avec des 25 kilos sur le dos. Moi, je sais pas faire. On va y revenir. Et ça, c'est bon. Tac. Il a fallu que je raccourcisse à mort les sessions, donc désolé. Donc je suis là, je suis au point de départ, et là je commence à stresser de partout. C'était pourtant très simple, hein. 4300 km, il faut 6 à 8 mois pour le faire. Moi j'ai juste un challenge, ma femme m'a dit tu reviens pour la rentrée de 3e de notre fils, donc t'es là début septembre. Donc ah bon bah moi j'ai plus que 4 mois, ok. Je suis agiliste, 4300 km, 120 jours, bah ça fait 35 km par jour, je connais ma vélocité. Ok, alors petit aparté, 35 km par jour, qui peut le faire? Juste une journée, 35 km, ouais voilà, 35 km, on est d'accord, on est crevé ce soir, mais on le fait. 35 km par jour pendant 120 jours à main levée. Allez, n'hésitez, ouais voilà. Donc moi déjà, ça me met, arrivé sur place, ça met une petite pression. À ça, il se rajoute un truc que on conçoit pas quand on n'est pas là-bas, c'est à 7 heures du mat, dans le désert américain, il fait 30 degrés. À 8h35, et ça monte jusqu'à 45 degrés. Ça devient compliqué. Et puis ce sac à dos, là, que j'ai cherché à optimiser, il fait 6 kilos sans l'eau et sans la nourriture. Aujourd'hui, maintenant, quand je pars, mon sac fait 2 kilos. C'est le sac, la tente, le duvet, le matelas et mes fringues. Alors, vous allez voir, les fringues, c'est pas un défilé de mode, hein. Rigolez pas tout de suite. Je suis pris de plein d'angoisse et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Sachant qu'en plus, j'ai une femme adorable qui m'a dit, t'as 4 mois et je veux savoir où t'es. Donc elle m'offre un super GPS, un tracker, avec un bouton SOS au cas où. Et ce tracker, lui, il me dit, voilà. Certains, leur femme ou leur mari veut savoir où vous êtes pour savoir si vous la trompez. Moi, c'est juste, elle veut savoir si le point bouge toujours, qui veut dire, tu es vivant. Donc c'est faire. Donc j'ai ce tracker et j'ai partagé ce tracker avec beaucoup de monde sur LinkedIn. Donc je sais que tout le monde me suit. Enfin, des gens peuvent me suivre et peuvent voir aussi oh, il a abandonné. Donc ça me met une petite pression. Très transparent. Mais bon voilà, je commence avec toutes ces angoisses. Premier mile, il y a un panneau très emblématique qui marque le 1 miles. Donc vous avez un panneau américain, 1 mile. Et là, moi, ça me dévaste. Je me dis, s'il y en a un tous les miles comme ça, sur 2650 miles, ben, je suis agiliste. Ok, j'ai l'apprentissage par l'expérience, etc. Mais là, il faut pas me rappeler que je suis très très loin du but. Si vous pensez au but, alors vous êtes qu'au départ, c'est fini. Enfin, moi, je ne peux pas. Je sais pas faire. Premier apprentissage, voilà, est très personnel. Hein. Après, vous me direz ce qui résonne chez vous. C'est que très vite, on se retrouve seul. Moi, ma vie, elle est très quand je suis en France, ma vie elle est très simple. J'ai un agenda, il se remplit avec mes collègues, il se remplit avec mes clients. J'ai beau mettre des bloqueurs, j'ai certaines personnes qui se battaient dispo à ce créneau-là. Bah non, mais bah oui, je suis dispo en fait. Donc c'est un Tetris. Mon agenda, je pense que vous êtes tous pareils, vous avez 4-5 réunions en concurrence. Il faut juste choisir la plus intéressante ou la plus obligatoire. On est d'accord, ça peut pas pareil pour tout le monde. Vous avez une chouette vie. Et là, d'un seul coup, l'agenda, bah de toute façon, je le regarde pas parce que j'ai pas de connexion. Hein, c'est ce que je cherchais, pas de connexion. J'ai pas d'agenda, j'ai pas rien qui rythme ma vie. Ma journée, c'est seul avec moi-même. Je vous rappelle, hein, 20 mètres de hauteur de neige en trop. Normalement, il y a 4500 personnes qui peuvent faire ce trek au mois de juin. Donc, un mois après mon départ, on n'est plus que 600. Les Américains ont dit, bah, on fera ça l'an prochain. Bah, ils ont raison. L'année d'après, c'était bien mieux. Les Européens, bah, c'est toute une organisation. Je vous dis, il faut tout organiser en amont. Donc, bah, ouais, j'y vais quand même. Hein, je verrai sur place. Je déteste la neige parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais c'est pas grave. Donc là, je me retrouve avec ma solitude. C'est compliqué. Donc, heureusement, j'avais ce petit nounours. Vous allez comprendre le sens de ce petit nounours. Parce que j'ai commencé à discuter. Je parlais pas seul. Hein, je discutais tout seul. Enfin, je discutais avec lui et je retraitais des discussions. Enfin, on avait des discussions endiablées. Quand vous êtes dans le métro et que quelqu'un qui est à côté de vous commence à parler tout seul, ça va, vous êtes bien? Ouais, donc, ouais. Vous allez voir, enfin, c'est super facile quand on est tout seul de tout lâcher, quoi. C'est les bruits de votre corps, vous avez plus raison de les retenir. Ouais. Vous avez envie de faire pipi, vous faites pipi. C'est pas une question de où sont les toilettes. Donc vous discutez tout seul, pas de souci. En plus, vous croisez des gens de temps en temps qui discutent aussi tout seuls.
On se trouve, on se connaît, on se comprend bien. Mais ça permet d'être soi-même. On enlève le masque qu'on met au travail et on est vraiment très bien. Le plus dur derrière, c'est quand il faut revenir. Les bruits du corps, on apprend vite à les contrôler. Hein. Ça revient très naturellement. Pas agréable pour les autres. On sent tout de suite une gêne assez rapidement. Parler seul, c'est pas évident. Remettre le masque, c'est pas évident. Moi, j'étais redevenu le Aurélien que je connais très bien. Et c'était très dur de faire marche arrière. Mais par contre, c'est là où je me sens bien. Je me sens bien quand je suis moi-même. C'est quand on n'a pas besoin de faire d'efforts pour montrer sa propre image, c'est assez facile. Je me suis dit, quand tu reviens, les gens pensaient que j'allais pas changer. J'ai bien changé quand même. Hein. Je me dis, comment je fais pour continuer à prendre soin des autres, parce qu'il y a des gens, j'ai peut-être plus envie de discuter avec eux parce qu'ils m'apportent pas de valeur. Comment prendre soin des autres? Moi, j'ai découvert qu'en fait, avant de prendre soin des autres, il va mieux prendre soin de soi. Et c'est quand on prend soin de soi qu'on va prendre soin des autres. Je vous laisse avec ça parce que c'est pas, j'ai mis du temps à l'assimiler. Et donc derrière, il a fallu revenir, se réhabituer, mais tout en ne négociant pas forcément sur ce que j'étais redevenu. Voilà, le bruit du corps, la table des 1,609, parce que les Anglais, les Américains comptent en miles ou en kilomètres. Donc, quand vous voulez avancer, bah, vous calculez. Et la table des 1,609, on est mercredi, mais je suis pris ce soir, je suis désolé. Il n'y aura pas de dîner de con. Donc voilà. Vous laissez aussi vos émotions passer. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'éclater de rire tout seul, en plein désert, en pleine montagne. Pas chercher à comprendre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez été libre de faire ce que vous voulez. Déjà, rappelez-vous, qui a déjà été 24 heures sans interaction? Donc sans interaction, c'est tout seul. Pas d'internet, pas de téléphone, rien. Ok, 24 heures, il y en a quelques-uns. 48 heures? Une semaine? Ah ouais, quand même. 12 jours? Sans interaction, hein. Pas un être humain, pas un SMS, rien du tout. Voilà. Moi, le plus long, ça a été une douzaine de jours, sans voir un être humain, sans voir la trace de la civilisation. Quand vous retrouvez la civilisation, il y a un petit choc quand même. Vous oubliez le cerveau oublie très vite. Hop. Mais c'est super appréciable d'être soi-même. On n'a plus ce violent masque. Okay. D'ailleurs, la solitude, je sais pas si on voit bien. Schopenhauer, hein. C'est pas tous les jours que je cite Schopenhauer, donc profitez-en. Je suis passé très vite, dis donc. Il y a un autre sujet que je voulais remonter, c'est j'ai beaucoup de sujets j'ai appris beaucoup de choses et j'ai pas fini de le digérer 2 ans après, à tel point que j'y suis retourné déjà plusieurs fois. On m'a parlé de motivation. Ah, il faut être motivé pour faire ça. Il y a un nom devant. Ouais. J'avais une citation, mais j'avais pas la source, donc je voulais pas la mettre. C'est la discipline est plus difficile quand personne n'est là pour t'applaudir. C'est à toi de t'applaudir. Sois ton plus grand supporter. La motivation, c'est une chose, c'est pour le premier petit pas. Mais derrière la motivation, il faut absolument autre chose pour pouvoir continuer. Votre avis, qu'est-ce qu'il faut? De la discipline. Vous l'avez déjà vu? Ah, d'accord. Bon. Parce que, ouais, bah voilà. Quand tu as 200 kilomètres devant toi, avant de voir la civilisation et pouvoir faire un resupply, pour pouvoir racheter de la nourriture, etc., et que tu as 200 kilomètres derrière toi, c'est pas de la motivation qu'il faut, c'est marche ou crève de toute façon. Là, ça prend tout son sens. Tu t'astreins à un fonctionnement où tu ne négocies pas. Donc tous les matins, tu te dis, je dors là ce soir dans 30 miles, 48 kilomètres. Je suis un bête. C'est aussi avoir la discipline de travailler d'une certaine manière. Donc moi, tous les jours, je range mon sac de la même manière. Tous les soirs, je déplie le sac, tout est toujours au même endroit. Il y a un jour un gars qui a demandé à Steve Jobs, alors je cite Steve Jobs, j'en suis pas plus fan que ça. Vous pouvez être pour ou contre, ça m'intéresse pas, mais la réponse était intéressante, c'est pourquoi vous habillez toujours avec votre sweat noir, votre jean et vos sneakers? Et le gars répond, quelque chose, je vais paraphraser, hein, il dit, bah, moi le matin c'est simple, je prends ces vêtements-là, j'ai pas besoin de réfléchir, d'utiliser mon cerveau pour savoir comment je vais m'habiller. C'est un sujet qui est pas abordé, j'avance et j'utilise mon temps pour la créativité, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant. Moi ça m'a emmené à toujours manger la même chose pendant 92 jours. Et je vous envoie pas du rêve, de la purée lyophilisée, le soir, parce que chaude, le midi, du pain à burger avec des sachets de thon et de la mayonnaise pour donner du goût, 92 jours. Mais cette discipline et ce mode de fonctionnement fait que quand vous marchez, que c'est dur, parce
que c'est dur, hein, ça monte, ça descend, etc. Vous pensez à cette purée le soir, qui est infâme, hein, mais c'est la meilleure des choses possibles. Et en plus, quand vous avez un peu de chance d'avoir du parmesan à mettre dedans, c'est soirée de gala. Bon, la chaîne du froid, c'est pas tout à fait ça là-bas, hein, c'est plus compliqué. J'avais lu un truc qui dit, certains s'arrêtent parce que c'est dur, d'autres se lancent parce que c'est dur. Quand vous êtes dedans, de toute façon, il n'y a plus d'options, c'est avancé. Vraiment, on trouve les ressources. On m'a demandé aussi, est-ce que tu t'entraînes beaucoup pour ça? 0. Pour vous dire, l'entraînement, ça a été de monter à 105 kilos. Un beau bébé de 105 kilos. Je vous dirai combien j'ai perdu à la fin, si vous êtes sage. Du coup, du fait d'avoir du temps pour soi, on réfléchit, mais aussi on découvre qu'on développe un instinct. L'instinct animal, il revient. Moi, j'ai découvert que j'étais capable de ressentir l'eau. Pas la pluie, hein, ça c'est chez nous, c'est pareil, on en a beaucoup, mais la proximité d'une source d'eau, parce que vous ravitaillez là où vous trouvez de l'eau. Hein. C'est impossible autrement. De détecter la neige, la présence de neige à proximité. Je sais pas comment vous dire comment ça fonctionne, mais voilà. Vous détectez les animaux. Moi, ça m'est arrivé de me dire, ça fait un petit moment que je marche. Là, oui, il y a cette biche qui est à côté de moi, qui n'a pas peur de vous parce qu'en fait, elle voit très rarement des êtres humains, donc elle ne sait pas qu'on est dangereux pour elle. Pareil avec des ours. Détecter la présence d'ours. Ah, toi, tu es en train de marcher à côté de moi, je te vois pas, mais je sais que tu es là. Donc, il doit sentir aussi que je suis là. De toute façon, hein, 9 jours sans douche, 6 jours avec le même caleçon, je vous cache pas que vous êtes détectable pour les animaux. Aujourd'hui, j'ai changé de caleçon spécialement pour vous. Et donc vous détectez ça, c'est salvateur parce que un ours noir, la première fois que vous le voyez, vous avez peur. Hein, je vous garantis. Au bout du 5e, du 6e, ça devient très naturel. C'est comme un gros chat qui a une très mauvaise vue. Donc en fait, il faut être très assertif. Vous clapez dans vos mains, vous discutez avec lui de manière très assertive. Il s'en va. Les grizzlies, ils ont une très bonne vue, puis ils savent qu'ils sont plus forts que vous. J'en ai pas rencontré, donc ça, c'était bien. Et un jour, j'en suis arrivé, je devais faire 42 miles pour relier un point pour pouvoir faire le 4 juillet dans une ville, de la fête nationale. Et à 3 miles de finir, j'entendais cet ours trop présent, j'ai monté mon campement, ma tente, je me suis barricadé en me disant, à partir de maintenant, je suis en sécurité. Ouais, la lucidité est pas là tout le temps. Hein. Mais concrètement, moi, j'ai jamais vu d'ours dézipper une tente. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est dur de reprendre le public après ça. Cette discipline, comment je fais pour la garder quand je rentre à la maison? Parce que j'ai un adolescent de 16 ans qui a bien compris le concept de discipline. Quand j'en parle, pour se l'appliquer, c'est autre chose. Mais quand je fais un truc de travers, il me regarde, fait papa, discipline. Ouais, c'est vrai. Je donne par exemple, moi, pour continuer, le lundi, le mercredi et le vendredi, si je ne suis pas en déplacement, donc pas aujourd'hui, je vais de chez moi au travail, 21 km à pied, et je rentre à pied après. Et pourtant, j'ai une voiture, et c'est tellement confortable de se dire, si je dors 1 heure de plus, je serai pas plus en retard en prenant la voiture. Et cette discipline de se dire, non, mais je continue parce que je sais que ça m'apporte. Je déteste ça. Hein. Marcher pour rien, ça m'intéresse pas. Mais je me dis, oui, mais ça va me permettre d'avoir autre chose derrière. Donc cette discipline, c'est très dur quand vous revenez, quand vous avez la facilité de, tu veux de l'eau? Et voilà, hop, j'ai de l'eau. La nourriture, frigo, etc. Donc faut aller chercher un petit peu plus loin cette discipline. Il y a un basketteur américain décédé Kobe Bryant, qui disait, je ne négocie pas avec moi-même. Si vous commencez à négocier, vous n'irez pas au bout. C'est pas cette citation, c'en est une autre qui va arriver. Regarde laquelle. Hop, Aristote. Aristote? Oui, sur la discipline. Ne pas négocier avec soi-même, on va dépasser de 5 minutes. Ne pas négocier avec soi-même, ça veut dire aussi accepter que ça va être difficile. Normalement, depuis qu'on est tout petit, on est préparé. Hein. Le bac, fais gaffe, ça va être difficile. Ton premier emploi, ça va être difficile. Garder ton emploi, ça va être difficile. Trouver l'amour, c'est difficile. Ok. À partir du moment où on sait que c'est difficile, on peut y aller. C'est juste une information, on risque pas de mourir. Donc, allons-y. Malgré tout, moi, j'ai quand même rencontré, sur tout ce trajet, j'ai quand même rencontré pas mal de moments où je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, tu lâches. Il y a plein de tentations. Je me rappelle, à 6 jours de finir, je vois le panneau, en traversant une autoroute, je vois le panneau Seattle.
je Google Maps Seattle, 45 minutes en voiture. 45 minutes en voiture, j'ai juste à mettre mon doigt comme ça. Dans une demi-heure, j'ai quelqu'un qui m'emmène à Seattle, douche chaude, parfait. C'est très lancinant, vas-y, arrête, abandonne. Ça vient vous percuter au moment où vous y attendez pas. Ça peut prendre d'autres formes. Moi, je me suis retrouvé, il y a ce qu'on appelle les trail angels, les anges du trail, des gens qui sont là, à des points stratégiques, qui vous apportent juste un moment de réconfort par une discussion, parce que 30 minutes de discussion avec un être humain quand vous n'avez pas parlé depuis pas mal de temps, ça rassure. D'autres qui vous apportent de la nourriture, puis d'autres, on découvre des personnages. Moi, une fois, j'arrive à un point et je vois ce monsieur, fort sympathique au demeurant, qui me dit ah, ne continue pas, il va y avoir une tempête de neige, ça va être horrible, vaut mieux pas continuer. Donc, moi, j'ai une montre qui me donne la météo, mon téléphone qui me donne la météo, le petit boîtier GPS qui me donne la météo. Les trois sont d'accord, beau temps en vue. Non, mais viens, tu me donnes $30, moi je t'emmène en ville, on va boire des bières ensemble. Et ça marche. Alors, pas pour moi, parce que je bois pas forcément beaucoup d'alcool, mais il y a des gens qui se sont dit, ah ouais, bah si, vas-y, on fait un break, et passe 4, 5 jours comme ça. Mais moi, si je fais ça, je sais que j'abandonne. J'ai aucune volonté. Si on me propose de la pizza tous les jours comme ça, j'abandonne. Après, il y a aussi le fait que tout le monde vous veut du bien. Moi, j'utilise une application quand je fais ce genre de choses qui s'appelle Far Out, qui est le chemin à suivre, avec un beau trait rouge à travers les décors, et avec des indications, là il y a du campement, là il y a de l'eau, là tu peux trouver à manger, etc., etc. Super pratique. Et on peut mettre des commentaires. C'est top. Sauf que de temps en temps, il y a des commentaires, c'est ouais, là il y a plus de neige. Ça fait 3 jours que tu marches dans la neige, tu te dis bon bah là ce soir je plante dans quelque chose de solide. Je continue les 18 heures, mais c'est pas grave, je continue, je fais les 2 heures de plus. Et t'arrives et ben il y a de la neige partout, quoi. Ou alors à l'inverse, c'est n'y allez pas. J'ai vu un mec dévaler sur 300 mètres, il a failli mourir. Et quand tu lis ça 3 jours avant d'arriver au spot où ça va arriver, ben, je vous annonce que c'est 3 nuits sans dormir, en disant mais en fait si je continue je vais crever, en fait je suis pas venu pour ça. Donc 3 nuits, et donc quand vous y arrivez, c'est pas le meilleur moment, vous n'êtes pas au top de votre forme, vous n'avez pas dormi, vous êtes vraiment en stress, quoi. Je lirai pas je vous les laisse. Et en fait quand vous y arrivez, bah vous dites ah ouais il y a quand même ça à passer, et c'est que le début. Donc flanc de montagne, pas de chemin, dites bon bah je vais grimper, je vais passer par au-dessus, puis je verrai après. Puis après, il se trouve que je vois un monsieur qui vient vers moi, petite chaussure, basket, sneakers, qui fait sa rando. Je fais attends, moi je suis en crampon, je suis tétanisé, toi t'es soit t'es un extraterrestre, je sais pas. Il fait ah mais non, il y a rien. Là, il regarde ce que j'ai fait. Il fait non mais là c'est moi qui suis en panique, mais toi t'es tranquille, quoi. Donc en fait, c'est bien d'avoir de la vie. Moi je dis pas qu'il faut pas prendre du conseil. C'est vraiment intéressant. Par contre, valider ses propres hypothèses, moi j'ai découvert que c'était quand même mieux. Parce que dans le pire des cas, si ça avait été trop compliqué, je voulais pas mourir. Je suis un peu fou, mais je suis pas envie de mourir. Bah, je fais demi-tour. C'est pas dramatique, quoi. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Parfois, ça peut être les envies d'arrêter, ça peut être un peu plus, je vais dire, dramatique. Le 1er juin, j'ai du réseau, ma femme m'appelle, ou j'appelle ma femme, je pourrais pas vous donner la séquence, et elle me dit, j'ai eu ta mère au téléphone. Avec un grand silence derrière. Je fais, ok, vas-y. Elle m'a dit de pas en parler. Oui. Elle a fait un PET scan, et ça scintille, son cancer est reparti. D'accord. Bon, bah, je l'appelle demain, puis je vais rentrer, de toute façon. C'est plus important. Donc, le lendemain, je l'appelle, je fais, bon, écoute, ça va? Je fais, oui, t'as eu Céline? Ouais, bah ouais, j'ai eu Céline. Non, mais t'inquiète pas, il y a quelques petits points, mais ils l'ont vu très tôt. On va faire chimio, immunothérapie, radiothérapie. Je suis pas médecin. D'ailleurs, elle me l'a dit. Hein. Quand je lui dis, bah écoute, je vais rentrer. Et d'abord, t'es médecin, toi? Non. Bon, bah tu continues et tu t'occupes pas de ça, c'est très bien géré. Mais quand on me dit qu'on sort le triptyque magique pour gérer ça, je me dis, ouais, il y a quelque chose. Donc là, vous repartez avec ça enfin, c'est pas moi qui a le cancer, mais vous repartez avec ça dans l'esprit comme charge mentale. Et la première action que j'ai eue, moi, bah, je vais accélérer. Je vais finir plus tôt, je vais aller la voir, c'est quand même plus important que de se balader en montagne. J'accélère, forcément. Et puis, je vais pas dire que je prends plus de risques qu'avant, mais j'accélère et je me dis, il faut quand même avancer. Et là, je traverse une corniche de neige. J'ai les crampons, mais je dévisse.
et je glisse dans cette corniche de neige. Je finis dans un pierrier. Heureusement, mon pied finit entre un arbre et un caillou, ce qui fait que ça fait effet de balancier. Mon sac à dos part, mes bâtons, mes gourdes, ma casquette, les lunettes partent partout. Je sais pas vous dire combien de temps je suis resté par terre. Pour moi, ça a duré 2 secondes. Tel un chat, je me suis, hop, allez, tu reprends tout, tu remontes, et tu reprends le chemin. Je reprends le chemin, un peu choqué, un peu tremblotant, je m'arrête, et là, je vois, ah bah, j'ai du sang qui coule de la jambe. Moi, j'étais en pantalon à l'époque. Et puis, j'ai vraiment super mal au dos, quand même. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, ça doit être le choc. Je verrai ça plus tard. Bon, 2 jours après, je commence à avoir les urines rouges. Je me dis, bon, quand même, ça va. Puis très vite, ça s'arrête, et je me dis, mais j'ai plus faim, j'ai plus mal. J'entends plus les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je dis, mais ça se trouve, attendez, excusez-moi. Ça se trouve, je suis mort. Donc je continue, mais je veux dire, plus de faim du tout, plus de douleur. Je continue, jusqu'à, au bout de 48 heures, je finis par croiser quelqu'un. Et là, je me dis, bon, en fait, non, je suis toujours vivant. C'est bon signe. Je suis plus très loin de retrouver un endroit pour faire un ravitaillement. Donc ça va bien. Bon, après quoi, un ami m'a dit, mais qu'est-ce qui te prouve que lui n'était pas mort aussi? J'apprendrai après coup, en faisant un check-up, en revenant, que je me suis cassé l'omoplate à ce moment-là. Tous les matins, je marchais pendant 2 heures le bras. Vous m'avez vu m'étirer tout à l'heure parce que j'ai encore des séquelles, mais je marchais avec le bras comme ça pour que ça se positionne bien. Donc le médecin m'a dit, il y a 2 nouvelles. La mauvaise, c'est que tu t'es cassé l'omoplate. La bonne, c'est que ça s'est resolidifié tout seul, il n'y a rien à faire. Mais à ce moment-là, quand vous êtes perdu entre 2 points où il n'y a pas de sortie possible, il y a le bouton SOS qui est possible, mais à votre faiblesse quand même. Je suis breton, donc côté têtu, fait ce qu'il faut. Bah vous dites, de toute façon, j'ai pas d'autre choix qu'y aller, il faut que je marche. J'ai pris une décision, et je vous rassure, hein, tous les matins quand je me réveille, quand je sors de la douche, je m'essuie, je vois cette cicatrice, je peux vous la montrer si vous voulez. Tous les matins, je me rappelle, quand je prends une décision, il faut quand même que je réfléchisse à ce que je fais avant. Et c'est super important. On est dans un monde où c'est assez facile de prendre des décisions, on n'est pas forcément responsable des impacts de cette décision. Là, j'ai pas le choix. Donc c'est vraiment intéressant pour moi à chaque fois de me dire, quand tu proposes ça à ton client ou à tes amis ou à ta famille, qu'est-ce que ça induit derrière? Tac. Je voulais dire tout à l'heure, hop, je vais citer un autre basketteur, je vous laisse lire, il pourra faire carrière un jour peut-être. Donc j'ai parcouru ce chemin-là, et si je m'étais arrêté, si j'avais fait une somme de tous les échecs, franchement, j'allais pas au bout. Clairement pas. D'accord? Sauf que l'idée de se dire, ça va être dur de toute façon, mais je vais essayer et je vais y trouver quelque chose, c'est vraiment important. Tout à l'heure, j'étais gentil avec mon client, là, ça va être la partie pas gentille. Parce que moi, j'ai quand même parcouru les États-Unis à pied pendant 4300 km sur 3 mois. J'avais fait en sorte qu'ils organisent un design sprint dont j'ai parlé l'an dernier, ici, enfin, en sous-sol. Donc, en rentrant, moi, j'étais content de leur dire, alors, ça s'est bien passé, le design sprint? Alors, tu vas rire, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Problème d'agenda, problème de priorisation, etc. J'ai dit, attendez, j'ai marché 4300 km, vous n'avez pas eu le temps de faire 5 jours dans la même pièce tous ensemble. Waouh. Finalement, on l'a fait puisqu'on en a parlé avant-hier, enfin l'an dernier. Donc voilà. Je la regarde pas dans les yeux, sinon j'ai peur. Donc, je suis en train de vous emmener là. C'est pas pour vous dire, il faut absolument aller faire ce trek, vous casser l'omoplate pour apprendre quelque chose. Non, c'est pas du tout ça le message. Hein. On est dans un monde quand même où l'accès aux ressources est assez encore facile pour l'instant. Donc, ce qui nous importe, c'est avancer dans notre quotidien, et c'est ok d'essayer. C'est essayer des choses. Dans le pire des cas, si c'est pas la bonne chose que vous faites, vous fermez une hypothèse et on passe à autre chose. Il n'y a pas de souci. Puis vous essayerez une autre hypothèse. Ça augmente les chances de réussir à un moment donné. Bon, finalement, je raccourcis énormément. Finalement, le 1er août, à 7h37, j'arrive au panneau, enfin, au poteau qui signale la fin enfin, la limite entre USA et Canada. 1er août, en plus, jour d'anniversaire de mon père. Voilà, petit détail.
Franchement, tout le temps où j'ai marché, je pensais que je chialerais toutes les larmes de mon corps en arrivant. Et il y a rien qui est sorti. Je suis resté 1 heure devant ce poteau, à le regarder, on s'est beaucoup regardé tous les deux, mais rien. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant parce que, alors je suis pas sportif de haut niveau, mais les sportifs de haut niveau, quand ils gagnent, ils sont pas forcément dans l'exagération des émotions. Je pense qu'ils sont conditionnés pour réussir. Et en fait, moi, les X jours que j'ai fait m'ont conditionné à réussir. Et la finalité, peut-être que la personne qui disait ce qui est pas important, enfin, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin, peut-être qu'elle avait raison. Encore une fois, moi, je voulais quand même voir le bout du bout. Donc, je suis allé jusqu'au bout. Pour être honnête, moi, je pensais pas y arriver. 105 kilos, j'en ai perdu 35. Les compliqué pour trouver des tailles de pantalon parce que le XS n'est pas dans le customer segment des vendeurs de fringues. Si j'avais parié sur moi au départ, franchement, j'y croyais pas. J'ai mon meilleur ami qui est ultra trailer, il m'a dit, franchement, j'y croyais pas non plus. Mon meilleur ami, attention. La seule qui m'a cru, c'est ma femme. Depuis qu'on est ensemble, elle m'a toujours cru. Quand un jour, je lui ai envoyé un SMS. Ah, au fait, j'ai démissionné. Je vais créer ma boîte. Comme ça, hein. Sans préparation, sans rien. Le soir, elle m'a dit, bah, quand même, par SMS, c'est chaud, quoi. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. J'étais tétanisé d'avoir démissionné. Quand je lui ai dit, tiens, je vais partir marcher ces 4300 km, elle m'a dit, ok, tu reviens quand? Elle était persuadée que j'y arriverais. Donc là, la question, c'est, on peut me faire un piédestal à ma femme, c'est vrai, elle le mérite. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait des repères comme ça dans notre environnement, des gens qui croient en nous, parce que c'est tellement, on est tellement conditionné à accepter l'échec que quand il y a des gens autour de vous qui croient en vous, pour moi, ça donne de l'énergie et se dit, ok, si lui il croit en moi, c'est que je dois déjà avoir les ressources qui permettent de le faire. Hop. Non, ça je passe. Tac, 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 tac. Hop. Pour terminer, avant de prendre vos questions, vous vous rappelez 4300 km, 120 jours, 35 km par jour. J'ai fait la distance en 92 jours, ce qui nous fait à peu près 50 km par jour, sachant qu'au départ, j'ai fait du 20 km, 25 km par jour. Donc j'ai eu des pointes à 83 km par jour. Ouais, et même moi, j'y crois pas. Il y a la trace GPS qui le dit. Si on m'avait dit dès le départ, bah rien, tu vas faire 50 km par jour, je vous garantis. Bah non, mais c'est pas possible, ça sert à rien, je suis pas capable de faire 50 km par jour. Donc en fait, vous regardez, j'ai un client un jour qui m'a dit, si je me regarde, je me fais peur. Si je me compare, je me rassure. Regardez pas tel que vous êtes aujourd'hui parce que vous allez vous faire peur si vous tentez quelque chose et non, mais j'ai pas les capacités pour le faire. Donc voilà, ça sert à rien de le faire. Dites-vous que vous pouvez vous projeter, que vous allez y arriver parce que vous allez développer ces compétences. À tel point que moi maintenant, aller marcher dans la nature, c'est pas un problème. Ça occupe 3 à 4 mois de ma vie chaque année. Et je vais terminer. Oh putain, c'est cool, on a la musique. Avec 2 questions. La première, c'est vous, que ce soit personnel ou professionnel, c'est quoi la montagne que vous avez à gravir? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Trouver un nouveau job, proposer une superbe idée à votre travail, ça vous appartient. Donc, quelle est votre montagne et qu'est-ce que vous allez faire dès demain matin pour la gravir? Parce que c'est qu'en mouvement qu'on avance. Je vous remercie.